Voilà, je pense que, en fait, bon, je pense qu'on est tous d'accord, nos politiques n'ont un peu rien à faire de ce qui nous arrive. Et quand on regarde ce qui se passe, on est vraiment attaqué de tous côtés. On est attaqué physiquement, on est attaqué économiquement et on est attaqué mentalement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on prenne notre destin en main parce que sinon, et qu'on soit surtout au courant de ce qui se passe. Par exemple, on nous dit que notre médecine est la meilleure du monde et qu'il n'y a aucun problème, qu'on est pris en main, qu'il y a de la prévention. En fait, quand on regarde, il y a une explosion des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies dégénératives, de plein de choses. Et si notre médecine était la meilleure du monde, on irait de mieux en mieux, or on va de plus en plus mal. Un enfant sur 80 maintenant est autiste. Un enfant sur 440 aura le cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 15 ans. De 5 ans. De 5 ans, pardon. Une personne sur 3 aura un cancer avant l'âge de 60 ans. Une personne meurt du cancer toutes les 3 minutes en France. Donc on se rend bien compte que ça ne va pas du tout. La raison, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, c'est qu'on est peut-être que depuis le début du monde, on n'a jamais été aussi empoisonné qu'on l'est en ce moment. Et en fait, on est une génération de mutants cobayes qui essayons de survivre à la destruction de la nature. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que notre corps est imbécile, il ne sait pas se défendre tout seul, donc il nous donne des tas de produits, soi-disant, pour nous guérir des maladies. En fait, c'est pas du tout ça. C'est de la même façon qu'ils nous disent que la nature n'est pas capable de nous nourrir. En fait, c'est un mensonge pour qu'on achète leurs produits. Mais bon, c'est pas vrai. Et la première chose qui nous conditionne, c'est les vaccinations. Et les vaccinations, en fait, moi je me suis intéressée au problème parce que je m'étais fait vacciner contre l'hépatite B, j'avais fait vacciner ma famille il y a quelques années, et quand j'habitais aux États-Unis, et quand j'ai vu les ravages que ça faisait, j'ai eu vraiment une peur rétrospective très grande, et je me suis dit que plus jamais j'écouterais ce qu'ils disaient et que j'irais me faire vacciner ou que je ferais des trucs juste parce que je les entends à la télé. Donc quand il y a eu le H1N1, j'ai effectivement commencé à m'informer. Et je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait de faux et de mensonges et de trucs dangereux, quoi. C'est-à-dire, par exemple, au moment du H1N1, le premier truc sur lequel je suis tombée, c'était une agence russe qui disait que Baxter avait balancé 80 kilos de vaccins prêts à être fabriqués dans leurs filiales du monde entier. Et il y a un mec en Ukraine qui les a testés dans son labo sur des hamsters qui sont tous morts. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Si le mec ne les avait pas testés, probablement qu'il y aurait eu énormément de morts. En même temps, on s'apercevait que Baxter avait déposé le brevet du H1N1 un an avant la pandémie. Donc c'est extraordinaire, ça veut dire qu'un an avant, il savait qu'il allait y avoir une pandémie d'H1N1. Notre président de l'époque était allé au Mexique en voyage privé, et puis après on s'apercevait qu'en fait il y était allé pour inaugurer la plus grande usine de vaccins de Sanofi Pasteur. Et comme par hasard, les premiers cas soi-disant de H1N1 ont été découverts au Mexique, à la Gloria, qui était dans le plus grand élevage de porcs au monde, et qui était dans des conditions sanitaires terribles, etc. Donc en fait, en regardant, il y avait plein de trucs aussi. Il y avait par exemple l'OMS a demandé qu'on fasse passer immédiatement une loi, disant aux États-Unis, pour que les laboratoires soient, qu'il y ait l'impunité des laboratoires en cas d'effet secondaire. C'est vachement rassurant, quoi. Et tout était comme ça. Donc j'ai commencé à trouver ça vraiment bizarre. Et je me suis demandé si c'était comme ça avant, si c'était la première fois que ça se passait comme ça, ou si c'était déjà arrivé. En fait, en regardant en arrière, on se rend compte qu'ils nous ont déjà fait le coup 2-3 fois avec la grippe porcine. Après, ils nous l'ont fait avec la grippe aviaire. Parce qu'à un moment donné, dès qu'on voyait un oiseau dans son jardin, on était mort de trouille, on avait peur d'attraper la grippe aviaire, qu'on n'a jamais vu non plus. D'ailleurs, ils ont détruit des centaines de poulets, des milliers de poulets, mais la grippe aviaire, on ne l'a jamais vue. Par contre, quand on regarde, quand on enquête vraiment sur la question, on se rend compte que tous ces virus sont apparus dans des périmètres pas très loin ou en connexion avec Fort Detrick et les laboratoires P4, qui sont les laboratoires militaires. Donc, voilà, c'est pas très
c'est pas très rassurant. Et après ça, je me suis dit, d'abord je suis allée voir des experts qui me paraissaient au-delà de tout soupçon, parce que j'étais pas très sûre je me demandais si j'étais pas frappadingue. En comprenant ce que je comprenais, je me demandais si c'était moi qui était bizarre ou si vraiment ce que je comprenais était la réalité. Donc je suis allée voir quelques experts, pas quelques, mais deux, qui m'ont dit si tu as très bien compris, c'est même pire que ça, tu n'as qu'à regarder un peu ce qui se passe avec les autres vaccins. Donc j'ai regardé les vaccins l'un après l'autre. L'hépatite B, par exemple, il y a 80 000 enfants qui ont été sur des fauteuils roulants, qui sont encore sur des fauteuils roulants, avec des scléroses en plaques et la maladie de Guillain-Barré, etc., à cause du vaccin de l'hépatite B. Et quand j'ai su ça, j'ai demandé bêtement à l'expert qui me disait ça, mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire des campagnes pour vacciner les enfants contre l'hépatite, enfin les gens contre l'hépatite B? Il m'a dit parce que ça coûterait tellement cher au laboratoire d'indemniser des enfants qui vont être toute leur vie handicapés. Ils préfèrent continuer à vacciner, parce que s'ils arrêtaient de vacciner, ça voudrait dire que le vaccin n'est pas bon, ils devraient indemniser les gens. Donc j'ai commencé à me dire que j'étais tombée dans un monde vraiment bizarre, quoi. Et après ça, j'ai enquêté sur le vaccin ce qu'on nous vend, soi-disant, contre le vaccin contre le cancer de l'utérus, qui est une vaste blague, puisque c'est un vaccin contre selon le vaccin, il y a 2 vaccins, c'est un vaccin contre 2 ou 4 papillomavirus. On en a plus d'une centaine dans le corps qui, des fois, dégénèrent en cancer à 20 ans, 30 ans ou 40 ans après. Et des fois, ne font rien du tout, le corps les élimine de lui-même, et donc ça ne fait jamais rien. Donc ce vaccin, vacciner des enfants, des petites filles de 14 ans, et même maintenant c'est à partir de 10 ans, et même maintenant ils commencent à vacciner les garçons en disant que quand ils feront un connélingus à leur copine, ils risquent d'attraper la maladie. Donc c'est une vaste blague, parce que quand ces petites filles arrivent à l'âge de 19 ans, où elles sont en pleine maturité sexuelle, elles sont déjà pas protégées contre ces 2 papillomas, si tant est que ça protège contre quelque chose. Et par contre, je veux dire, tous ces vaccins ont des effets secondaires. Par exemple, le ROR, qui est le seul obligatoire pour les enfants, pour les tout petits, maintenant il n'existe plus. Avant il était sans aluminium, maintenant ils ont retiré ce vaccin parce qu'il était trop bon marché, et le seul qu'il y a sur le marché est un vaccin qui contient de l'aluminium et qui contient d'autres valences, qui contient la coqueluche, qui contient l'hépatite B. Or, vacciner des bébés contre l'hépatite B, quand on sait que l'hépatite B se transmet surtout par le sexe, c'est quand même bizarre. Sauf que maintenant qu'on va leur apprendre la masturbation à l'école, effectivement, c'était que la masturbation. S'ils croisent un pédophile à la sortie de la maternelle, il vaut mieux qu'ils soient protégés. Mais bon, ça n'a aucun sens. Et quand on regarde les vaccins un par un, c'est comme ça. Par exemple, moi j'ai toujours eu des chevaux et j'ai toujours été autour de chevaux. Donc toute ma vie, j'ai été vaccinée tous les 5 ans contre le tétanos. En fait, quand on regarde les études sur le tétanos, déjà c'est un truc qu'on attrape vraiment, vraiment très rarement, quand on est très vieux. Et en plus de ça, la maladie n'est pas immunisante. Ce qui veut dire en clair que quand vous attrapez la maladie, c'est pas pour ça. Par exemple, si vous attrapez une fois la coqueluche ou la rougeole, vous l'attrapez plus jamais, si vous êtes immunisé par vos propres anticorps, mais pas par le vaccin. Mais là, le tétanos, on peut l'attraper 3 fois, 4 fois. Donc la maladie n'est pas immunisante, donc comment le vaccin pourrait l'être? C'est stupide. C'est juste stupide. Donc en fait, c'est juste une question de bon sens pour tous les trucs, quoi. Là, ils ont, par exemple, Bill Gates, qui est un de nos grands bienfaiteurs de l'humanité, qui a acheté il y a 2-3 ans, je crois que c'est 7 millions de doses de vaccins pour éradiquer la polio en Afrique. Alors bon, il faut savoir déjà que on nous dit effectivement que Bill Gates est un grand bienfaiteur de l'humanité. Déjà, entre parenthèses, c'est de l'argent qui donne à sa fondation, c'est-à-dire qui est exempt d'impôts pour lui, et en plus il le dépense pour acheter des vaccins pour les petits Africains à des laboratoires dont il est actionnaire, donc c'est double bénéfice. Et en plus de ça, il va en Afrique, il a vacciné donc 7 millions de petits Africains contre la polio, et ils ont éradiqué la polio en Afrique. Sauf que maintenant, les petits Africains meurent ou sont paralysés à cause d'un truc qui s'appelle plus la polio, mais qui est exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire ils sont paralysés à vie, et ça s'appelle
paralysie flasque aiguë. Et en fait, on s'est aperçu avec les analyses que c'était dû au virus vaccinal. C'est-à-dire que les petits Africains l'ont attrapé avec le vaccin. Et il commence à y avoir des communiqués, j'ai reçu un communiqué il n'y a pas très longtemps des États-Unis, où il y a 5 enfants justement qui ont été paralysés à la suite du vaccin anti-polio, à cause du virus vaccinal. Donc voilà quoi, c'est juste... c'est une base, la vaccination est faite, je pense, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, il y avait le vice-président de Merck qui avait dit c'est quand même con qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades. Si on pouvait en vendre aux bien portants, là on ferait vraiment un jackpot. En fait, qu'est-ce qu'on vend aux bien portants? La prévention, de la vaccination et tous les trucs qui permettent de toucher un public beaucoup plus large. Ce qui fait que maintenant, nos enfants, je crois que nous, on a 27, si les enfants font toutes les vaccinations, parce qu'il y a un grand mélange entre la vaccination obligatoire, c'est le ROR, mais en fait, il y a toutes les vaccinations recommandées que les gens ont tendance à mélanger avec les obligatoires. Et si on fait ça, les enfants ont 27 vaccins avant l'âge de 7 ans, et aux États-Unis, ils en ont 125. Alors, c'est dramatique pour la bonne raison que, ça empêche notre système immunitaire, celui de nos enfants, de se développer, c'est-à-dire qu'après la moindre maladie qui passe, ils la chopent. Et deuxièmement, il faut voir ce qu'il y a dans les vaccins, il faut regarder un peu ce qu'il y a dans les vaccins. C'est-à-dire que les vaccins, c'est quoi? C'est le virus normalement désactivé. Pourquoi, par exemple, les petits Africains ont attrapé la paralysie flasque aiguë avec le virus vaccinal? Parce que le virus n'a pas été désactivé comme il fallait. Pourquoi il n'a pas été désactivé comme il fallait? C'est très simple, ça coûte 3 $ pour désactiver une souche, ça coûte 0,58 centimes pour laisser la souche activée. Donc pour des gens qui aiment faire du pognon, on a bien compris où était leur choix. Donc il y a ce risque-là. Les vaccins contiennent aussi du formaldéhyde. C'est quoi? C'est du formol. C'est là où on garde les bêtes mortes, des animaux morts, ou les cerveaux morts, etc. Il y a tous les autres adjuvants qui sont hyper dangereux. Il y a genre le mercure qui est la cause de l'autisme. Et on le sait, il y a eu un bouquin extraordinaire d'un fils Kennedy qui s'appelle Deadly Immunity, qui s'appelle l'immunité mortelle, qui date de 2004, où il a écrit ça à la suite d'une réunion où il y avait toutes les instances de santé et tous les laboratoires, et où la réunion était faite parce qu'il s'était aperçu que les vaccins où il y avait du mercure donnaient l'autisme. Et en fait, il est sorti écœuré de la réunion parce que la seule chose qu'ils ont cherché à faire, c'est pas prévenir les gens ou enlever ou arrêter les vaccins, c'est se demander comment ils allaient faire pour le cacher aux gens et continuer à vacciner, en sachant qu'ils rendent les enfants autistes. Et il y a de l'aluminium. L'aluminium, ça migre directement au cerveau, on le sait maintenant. Il y a aussi le fait que c'est souvent cultivé pour aller plus vite, c'est cultivé sur des souches, sur des cellules qu'ils appellent immortelles. En fait, ce sont des cellules cancéreuses. Et quand on sait par exemple qu'un vaccin qui a été fabriqué sur de l'albumine, sur un œuf, il reste des traces d'albumine dans le corps humain, on s'imagine ce que ça peut faire enfin, ou pas, on n'en sait rien, en tout cas ce sont des apprentis sorciers. Les vaccins qui sont développés sur les cellules cancéreuses, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années sur les gens qui les ont reçus? Il y a aussi le fait que des fois c'est aussi fait sur des cellules de singe ou des trucs dont on a aucun recul. En fait, ça fait franchir la barrière des espèces, ce qui n'arrive jamais dans la nature. On ne sait pas du tout ce que ça va donner sur les humains. Il y a aussi des vaccins qui sont fabriqués selon la technique OGM, c'est-à-dire que en fait, notre corps a un système immunitaire qui est fait pour lutter contre tous les ADN étrangers avec lesquels il peut être en contact. Or là, on inocule directement un ADN étranger dans notre corps. Et après, on se demande comment il peut y avoir une explosion de maladies auto-immunes comme il y a. Je pense, là, j'ai assisté à une réunion du Gardasil il y a 15 jours, 3 semaines, et je le disais à un professeur qui disait ça, il y a une explosion des maladies auto-immunes. Je lui dis, mais est-ce que je suis franchement la seule à me demander s'il y a un rapport entre les OGM et le fait que ces vaccins soient de technique OGM?
qu'ils introduisent des ADN étrangers dans le corps et l'explosion des maladies auto-immunes. Il m'a dit non, non, vous avez raison, c'est absolument vrai. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Enfin, je veux dire, je sais pas, après il y a plein de trucs, par exemple le HPV, le vaccin contre le soi-disant cancer de l'utérus, il y a du borax. Le borax, c'est de la mort au rat, c'est interdit, normalement il devrait y avoir les deux os en croix avec la tête de mort. Ça n'y est pas, bien évidemment, parce que sinon les gens n'iraient pas acheter le vaccin, mais c'est interdit, je veux dire, donc enfin, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, je pense que c'est... les vaccins sont dangereux, voilà, les vaccins, le jour où on nous dira... où on nous montrera que les vaccins sont inoffensifs, pourquoi pas, mais je pense que c'est le principe même du vaccin qui est dangereux. Mais bon, c'est une de leurs magouilles pour gagner du fric, comme avec la prévention, comme avec les mammographies, comme avec... Après, ils se demandent pourquoi il y a un trou de la Sécu, mais en fait, je veux dire, quand on voit le prix des vaccins, quand on voit le prix des mammographies, que tous les 2 ans, ils envoient aux gens qui sont à la retraite, aux femmes qui sont à la retraite, des trucs gratuits, des papiers gratuits pour aller se faire des mammographies, alors qu'on sait maintenant, il y a des tas d'études qui ont été faites de savants vraiment des cancérologues éminents, on sait que c'est cancérigène, donc pourquoi est-ce qu'ils continuent? De la même façon que les médicaments sont dangereux, il y a beaucoup de médicaments qui sont dangereux. D'ailleurs, il y a eu le livre du professeur Even et du professeur Debré, mais il y a c'est sans arrêt qu'ils enlèvent des médicaments. Il y a eu le Vioxx, il y a eu le Distilbène, il y a eu plein de médicaments comme ça, l'hormone de substitution à la ménopause. La pilule, le dernier, pendant des années, on nous dit c'est génial, prenez ça, et puis tout d'un coup, on nous dit oups, en général, c'est quand le brevet n'existe plus, va tomber, là, ils veulent bien nous dire que le produit est dangereux. Mais il faut savoir qu'il y a 18 000 personnes qui meurent par an, par accident, dû aux médicaments. 150 000 personnes rien qu'en France qui sont hospitalisées à cause des effets iatrogènes des médicaments. Alors quand ils viennent nous faire des grands trucs c'est vrai que c'est grave qu'il y ait 3 000 personnes qui meurent dans les accidents de la route, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit jamais qu'il y a 18 000 personnes par an en France qui meurent à la suite des médicaments? Donc, c'est pareil pour... là, on en parlait avec des gens depuis qu'on est arrivé, de R. Quand on regarde ce qui se passe sur le cancer, par exemple, c'est terrible. Sylvie Simon avait l'habitude de dire le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue, c'est pour ça que ça continue. Mais c'est vrai, quand on regarde, il y a des gens comme Beljanski, comme Gernez, qui ont trouvé comment au moins prévenir le cancer il y a 40 ans et qui ont été placardisés. Je veux dire, Beljanski, il a été obligé de partir aux États-Unis, il a été arrêté comme un criminel, on lui a piqué toutes ses archives, du coup il a déclenché une leucémie, il n'avait même plus de ses produits pour se soigner, il est mort. Et maintenant ces produits sont en vente aux États-Unis et pourquoi est-ce qu'il laisse les gens mourir, quoi? Et Gernez, c'est pareil. Gernez, j'ai discuté avec le docteur Lacaze qui a été son disciple pendant du début de sa vie jusqu'à sa mort, et en fait il y a des façons au moins de prévenir le cancer, mais bon, cela dit, quand on se dit qu'ils mettent en vente toutes les substances qui sont cancérigènes et qui nous font mourir, il n'y a pas de raison non plus qu'ils nous soignent, quoi, je veux dire, quelque part. Donc en fait, on se demande comment c'est possible, parce que tous ces médicaments ont eu l'autorisation de mise sur le marché. On nous les a fait acheter pendant des mois et tout. Comment ça se fait, puisqu'on nous dit qu'il y a des instances qui veillent sur nous, qu'il y a d'ailleurs chaque fois qu'il y a un problème, comme par exemple le Mediator, on nous dit alors là c'est un accident, c'est un dysfonctionnement, mais ça n'arrivera plus, on fait une commission d'enquête et l'AFSAPS va se saisir du problème, etc. Donc effectivement, l'autre fois sur le Mediator, il y a eu une commission d'enquête. Et à la fin de la commission d'enquête, le professeur Debré et Even avaient dit qu'il faut changer ça, ça, ça et ça, parce que c'est à cause de ça qu'il y a tant de problèmes. En fait, ils ont changé le nom de l'AFSAPS, c'est tout. Tout le reste marche pareil, mais ça s'appelle plus l'AFSAPS, ça s'appelle l'Agence nationale pour la sécurité du médicament. Mais tout le reste marche pareil, c'est-à-dire que
la FSAPS, ou la nouvelle autorité, est toujours financée à 83% par les labos. La plupart des experts qui y siègent, ils ont une liste de conflits d'intérêts qui est grande comme ça, c'est-à-dire qu'ils touchent de plein de labos. Ce qui est très marrant, c'est qu'on s'aperçoit par exemple que Bruno Lina, qui était l'expert qui aidait Bachelot au moment de la grippe H1N1, il disait: moi je touche de personne, je ne suis pas du tout mouillé dans les labos. Alors lui non, mais il avait une société de loi 1901 une association de loi 1901 qui touchait des 5 labos fabricants. Et le président de son association, c'était le directeur du marketing de Sanofi. Voilà. Quand on regarde par exemple pour le HPV, ce qui a fait foi pour que ce vaccin soit autorisé, le vaccin toujours du soi-disant cancer du col de l'utérus, en fait, ce qui a fait foi, c'est un truc qui s'appelle l'étude EDIT. Quand on regarde l'étude EDIT en France, il n'y a pas les gens qui ont signé, en tout cas on n'arrive pas à voir les noms. Quand on regarde sur les sites américains, là-bas c'est obligatoire. Donc les 5 noms qui sont en bas qui ont signé l'étude EDIT, quand on regarde, ils étaient tous salariés de Sanofi Aventis. Et voilà, donc chaque fois on se rend compte que les experts beaucoup d'experts sont mouillés. Je me suis fait allumer il y a quelque temps par un monsieur qui, quand je suis allée à la réunion du garde d'asile, qui m'a traité de criminel parce que je disais ce que je dis aux gens. Et en fait, quand j'ai regardé sa liste, sa déclaration d'intérêt, depuis qu'il est sorti de l'école, il touche de tous les labos. Donc voilà, cela dit, il a dû être content de m'avoir croisé parce que du coup j'ai mis sa fiche sur Facebook, comme ça tout le monde est au courant de ce qui touche. Mais en fait, bref, tout ça, et puis il faut savoir aussi qu'il y a des experts, tout le monde n'est pas pourri, quoi. Il y a des experts qui sont bons et qui sont intègres. Ceux-là, en général, ils ne restent pas à la Haute Autorité de Santé ou à la Commission de Transparence, pour la bonne raison qu'ils s'aperçoivent très très vite que pour statuer si un médicament est bon ou pas, ils n'ont pour statuer que les données du labo. C'est-à-dire qu'un labo, quand il arrive avec son médicament, il ne va pas dire voilà, j'ai un truc qui est bien pourri, là, toutes les études sont mauvaises. Évidemment, il donne que les études qui sont bonnes. Donc, ce qui fait que c'est un truc, c'est une vaste escroquerie, quoi. Donc, c'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, ça n'est pas un accident ou un dysfonctionnement quand ça se passe. C'est un système mafieux qui a été conçu pour fonctionner comme ça et qui fonctionnera toujours comme ça jusqu'à ce qu'on les vire, parce que sinon, ce petit monde, ils s'entendent très bien entre eux. Ils passent de temps en temps du ministère de la Santé à la FSAPS, et puis quand ils ont un creux parce que le gouvernement change, ils sont salariés chez Monsanto ou chez Merck ou chez Sanofi, etc. Voilà, donc pourquoi ils feraient quelque chose pour nous, quoi? Ils s'entendent très très bien, tout va bien. Et on s'aperçoit aussi que tout ça vient de l'alliance du cartel de la chimie et du cartel de la pharmacie. C'est-à-dire que le jour où ils se sont rendus compte qu'avec la chimie, ils pouvaient passer partout, en mettre partout et nous faire bouffer leur saloperie, ça a été le pactole. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose qu'ils ont fait dans les médicaments, ils ont fait la même chose dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé les semences et le fait qu'on puisse se servir des semences qu'on avait tous avant, que les paysans passaient de récolte en récolte, et ils ont fait un catalogue des semences où les seules semences qui sont autorisées vont être les semences qui sont au catalogue des semences. Mais pour être au catalogue des semences, ça coûte 400 000 € ou un truc d'enfer, donc c'est pas possible pour les petites semences ou les petites appellations d'avoir ça. Donc ça va être petit à petit enlevé. Comme ça, ils peuvent mettre des pesticides partout, ils peuvent mettre de l'engrais partout, enfin toutes les substances qui sont complètement chimiques. En fait, avec le pétrole, ils font tout. Ils font les médicaments, ils font la chimie qui va sur l'agriculture. Ils en mettent dans l'élevage, parce que les conditions d'élevage industriel sont tellement terribles et les conditions sanitaires sont tellement horribles qu'ils sont obligés de vacciner les soi-disant, parce que ça ne sert pas à grand-chose non plus, les bêtes. Toutes les bêtes qui viennent des élevages industriels sont remplies et d'hormones et de tranquillisants, parce que sinon elles ne pourraient pas vivre, d'antibiotiques.
Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire que quand on nous dit mais à ce degré-là, c'est pas dangereux, à cette dose-là, c'est pas dangereux, non, mais quand on en mange de 10 sources dans la journée, ça s'accumule et en fait c'est extrêmement dangereux, bien évidemment. Et puis tout le monde sait depuis maintenant quelques dizaines d'années que c'est pas, je veux dire, c'est pas toujours la dose qui fait le poison, quoi. Il suffit d'avoir la trace dans le corps pour que ce soit dangereux. Et puis il y a aussi les plats préparés. Je dirais, les plats préparés, c'est une horreur. Quand on regarde, on fait du pétrole avec une molécule qui a le goût, par exemple le poulet basquez, c'est une molécule qui a le goût du poulet, une molécule qui a la consistance du poulet, une molécule qui a l'odeur du poulet, une molécule qui a la couleur du poulet, mais il n'y a pas de poulet. Et c'est comme ça pour toutes les substances, c'est-à-dire il faut voir ce qu'ils font avec le sel, le gras et le sucre, c'est-à-dire pour que les gens soient... C'est une entreprise vraiment mafieuse, c'est-à-dire c'est pour que les gens soient addictés au sucre, au sel et au gras, et tout ça nous rend très très malades, c'est-à-dire que les 3/4 des cancers Quand on regarde la liste des additifs alimentaires, c'est extraordinaire, parce que c'est marqué, hein, en plus ça peut donner le cancer, ça donne l'hyperactivité chez les enfants, mais on continue quand même à nous le vendre et à pousser les gens à acheter ça. Et il y a même, on en rigolait hier soir, mais quand il y a eu l'histoire des tartes, je ne sais pas si vous aviez été au courant, il y avait des tartes chez Ikea au chocolat où on avait dit il y a des excréments humains dedans. Et donc sur le coup j'ai rigolé et je me suis dit c'est un mec qui a dû touiller la pâte et qui était aux toilettes avant et qui ne s'est pas lavé les mains, quoi. Et puis après j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. Donc je me suis dit ouais, ça ne doit pas être ça. Donc je me suis tapé toute la liste des additifs alimentaires. Il y en a 5 qui sont faits à partir de bactéries qui viennent des excréments humains, qui ont reçu l'AMM. Ils ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Alors il y en a plein, je veux dire, il y a plein de trucs bizarres aussi. Il y a aussi une société qui vient d'être cotée en bourse aux États-Unis, qui est en train d'éclater et de faire un maximum de pognon en récoltant les fœtus des femmes qui avortent pour faire de la gélatine qu'on met dans les bonbons des enfants. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui peut être gratuit et qu'ils peuvent tout mettre dans, tu vois, pour faire... Enfin, je veux dire, pour faire des aliments, ils n'en ont rien à battre de ce qu'on mange, du moment que eux, ça leur fait un truc qui coûte pas trop cher et qui est... voilà. Donc, je pense que la nourriture est vraiment, vraiment, vraiment ce qui nous empoisonne. Alors, bien sûr, après, il y a tout le reste. Hein. Il y a les épandages, il y a l'eau qui est complètement polluée, les vaccinations, enfin, il y a plein de trucs, évidemment. Comment c'est possible Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, quoi? C'est ça qui est dingue. Est-ce qu'on est tous imbéciles? Est-ce qu'on n'a tous rien vu? En fait, quand on regarde en arrière, on se rend compte que ça date pour des gens comme Pierre Hillard et tout ça, et ça remonte peut-être pour Marion, qui est historienne aussi. La mondialisation a commencé bien avant. Pour moi, je suis remontée 60 ans en arrière, et en fait, je me suis rendu compte que c'est parti du moment, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait d'un côté la plus grande entreprise de chimie en Allemagne, qui était IG Farben, et aux États-Unis, Rockefeller, qui était les premières industries pharmaceutiques vraiment qui avaient pignon sur rue, et en fait les deux, et qui étaient pétroliers aussi, et il y en avait un qui vendait du pétrole aux Alliés, l'autre qui vendait du pétrole aux nazis. Enfin, un jour, ils se sont dit que ce serait peut-être bien de vendre les deux aux deux, et donc ils se sont associés, et ils ont vendu aussi bien aux Alliés qu'aux nazis. Évidemment, à Nuremberg, le patron d'IG Farben, Auschwitz, qui était Fritz Termer, s'est fait arrêter, il a pris 4 ans. Et son copain Rockefeller, entre-temps, était rentré au gouvernement américain, et il s'est dit, merde, j'en ai quand même besoin pour continuer mon business, donc il l'a fait ressortir assez rapidement de prison, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner du pognon maintenant qu'on a raté notre coup, quoi. Et donc ils se sont dit, Fritz Termer a trouvé une idée géniale qui était qui contrôle la nourriture contrôle le monde.
Et aussi, qu'est-ce qui fait que les gens sont facilement manipulables? Leur santé. Et donc à partir de là, je pense qu'ils avaient pris goût à la mondialisation et ils se sont dit, on va pas quand même, chaque fois qu'on a un truc à faire passer d'un pays, qu'on veut aller vendre dans un pays, on va quand même pas chaque fois aller demander l'autorisation de tous les gouvernements pour chaque truc, c'était vraiment impossible. Donc ils ont trouvé une idée géniale qui était de dire on va créer des gouvernements supranationaux qui vont passer par-dessus la tête des chefs d'État et comme ça on fera ce qu'on veut. Donc ils nous ont vendu avec des paquets cadeaux extraordinairement beaux l'ONU. Parce qu'après la guerre, quand on a dit aux gens, voilà, on va créer l'ONU, il n'y aura plus de guerre, comme ça va garantir la paix dans le monde. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent maintenant pour l'Europe. Il faut garder l'Europe, c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu de guerre. Mais quand on regarde l'ONU, par exemple, il n'y a jamais une guerre, enfin, il n'y a aucune guerre qui a été empêchée grâce à l'ONU. Je veux dire, les guerres continuent partout dans le monde, l'ONU n'a jamais servi à ça. Après, ils nous ont dit, on va créer l'OMS, parce que comme ça, il faut que tous les gens du monde aient accès à la santé. Bon, on a vu ce que ça a donné, hein, je veux dire, tout le monde est plus ou moins malade. Après l'OMC, pour que tout le monde ait droit effectivement à la libre circulation et aux mêmes ingrédients, aux mêmes aliments, etc. Et ils ont aussi monté un truc extraordinaire qui s'appelle le Codex Alimentarius. Et le Codex Alimentarius, c'est tout ce que vous mettez dans votre bouche, que ce soit des médicaments ou des aliments, doit être référencé Codex. Si c'est pas référencé Codex, ils n'ont pas le droit de le vendre. On n'a pas le droit de le vendre. Et devinez qui était patron du Codex Alimentarius? Fritz Werner, qui était le patron du IG Farben Auschwitz. Et qui maintenant c'est cette société-là est devenue BASF, Agfa, et une autre société qui après est devenue Sanofi Aventis, etc. Enfin bon, en fait, c'est les mêmes personnes que l'on retrouve, quoi. Et ces gens-là se réunissent dans des sociétés... on peut même plus dire secrètes maintenant parce que on les connaît tous, mais bon, qui sont le Bilderberg, la Trilatérale, bon, et qui siègent ensemble, que ce soit la droite ou la gauche, et les grands cartels. Donc en fait, ces gens-là décident par-dessus nos têtes et sont des assemblées de gens non élus qui siègent ensemble et qui décident de ce que va être la politique des pays et à quelle sauce on va être bouffé. Alors après, quand ils viennent nous dire chaque fois qu'on n'est pas content et qu'on manifeste les valeurs de la République et la démocratie, et il faut surtout aller voter parce que sinon vous n'êtes pas un bon citoyen, il faut arrêter de se foutre de notre gueule parce que ça ne sert strictement à rien. C'est pas les mecs qu'on élit qui décident de la politique dans laquelle on va vivre, c'est ceux qui sont au-dessus. Eux, ce sont des relais. Voilà, des valets qui vont prendre leurs ordres dans ces sociétés-là, et c'est tout. Et quand on regarde d'ailleurs, et les journalistes sont complices évidemment, et quand on regarde comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, en fait on s'aperçoit que c'est le même plan dans tous les domaines. C'est le même plan dans les médicaments et la santé que dans l'agriculture, que dans la crise économique. Ils nous ont dit la crise économique, c'est terrible, on a une crise économique. Tout d'un coup, on a eu une crise économique. On ne sait pas pourquoi, parce que ça fait 60 ans qu'on s'endette, enfin, au moins depuis 1913, où on a donné aux États-Unis, la Banque fédérale a perdu le monopole de la monnaie, et chez nous, pareil, au moment de Giscard et de Pompidou, en 1973. Donc c'est pas une découverte, depuis ce temps-là ils font que nous faire endetter pour que justement on soit à la merci des banquiers privés. Donc tout d'un coup ils nous ont dit oui, alors là il y a une crise économique, il va falloir que tout le monde se serre la ceinture et tout, mais nous on n'a rien fait. Moi j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens, vous non plus je pense. Et quand on regarde, en fait, c'est pas du tout une fatalité, la crise économique, elle ne nous est pas tombée sur la gueule comme ça le matin, sans savoir pourquoi. Quand on regarde, pareil, ce qui s'est passé avant, on s'aperçoit que c'est la théorie de Milton Friedman, c'est les Chicago Boys, ça a été mis en place en Argentine, ça a été mis en place au Chili, ils ont quand même installé Pinochet pour pouvoir mettre leur truc en place, ça les a pas gênés. Après, ils ont fait ça en Russie, en Angleterre, en Grèce, et maintenant c'est notre tour, mais je veux dire, c'est pas du tout... c'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les pays à genoux, ben on peut se partager tout ce qui leur appartient, la compagnie des eaux, les immeubles sur les Champs-Élysées, et le reste.
Donc quand on nous dit qu'il faut aller voter et que sinon on n'est pas des bons citoyens, c'est vraiment, ils se foutent vraiment de nous, quoi. Ça n'a aucune incidence, non, on n'a rien à dire, à part descendre dans la rue et essayer de se débarrasser d'eux, je ne vois pas comment on peut faire. Et en plus tout ça, ce qui est grave, c'est qu'on s'aperçoit tous en enquêtant dans des domaines différents qu'on en arrive au même microcosme de gens qui font l'appui et le bouton et qui font surtout notre malheur. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et aussi que c'est vraiment un plan. C'est vraiment un plan avec des boulons, comme quand vous resserrez des boulons et que vous revenez petit à petit parce que vous n'arrivez pas à resserrer une vis, donc vous allez faire autre chose, et vous revenez, vous redonnez un tour de vis. Et en fait, on s'aperçoit que rien, c'est pas un hasard, en fait, si en même temps, par exemple, tous les pays du monde, dans la merde dans laquelle on est, décident que la priorité, ce jour-là, c'est le mariage pour tous. Je me demande bien pourquoi. Avec tous les problèmes qu'on a, pourquoi le mariage pour tous est devenu une priorité. En fait, on se rend compte qu'après, derrière ça, il y a quoi? Il y a la GPA. Avec la GPA, il y a aussi en parallèle la manipulation génétique, qui va empêcher nos bienfaiteurs, comme Bill Gates, de se payer 25 000 ventres et de faire des enfants qui ont un QI de grenouille et qui ont des muscles comme Gilles Lartigot, pour ceux qui le connaissent. Et je veux dire, on en arrive au meilleur des mondes. Et ce que je ne savais pas, que m'a appris Pierre Hillard il n'y a pas très longtemps, c'est que le meilleur des mondes n'était pas du tout un roman de science-fiction. C'était en fait le frère et le père d'Aldous Huxley étaient des nazis bon temps, et pour eux, c'était pas un truc de science-fiction, c'était vraiment la société idéale qu'ils voulaient voir arriver. C'était un programme. Donc en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, quand on met tout ça en perspective, on s'aperçoit qu'ils ont eu le monopole, ils ont voulu le monopole, ils ont séparé la production de la reproduction dans les animaux. Ils ont fait la même chose avec les semences, c'est-à-dire que demain, s'ils veulent nous affamer, ils peuvent. Et maintenant, ils veulent avoir le monopole sur la reproduction humaine, c'est-à-dire que d'un côté, avec les pesticides et tout ce qui se passe et les épandages, ils sont en train de rendre les hommes stériles. Et d'un autre côté, ils sont en train d'organiser la reproduction avec la GPA et la manipulation génétique. Ce qui veut dire que nos enfants ou nos petits-enfants ou la troisième génération, quand ils voudront un enfant, il va falloir qu'ils aillent le commander au gouvernement parce qu'eux ne seront plus capables de procréer et que les seuls qui auront la matière pour procréer, ce seront les gouvernants. De la même façon que ce sont les seuls qui ont des semences et de la même façon qu'ils sont en train, avec les manipulations climatiques, de nous empêcher je veux dire, même en ayant un potager, comment on va faire si le poison vient du ciel? Enfin, peut-être que je suis je vais un peu tous azimuts, mais je veux dire, c'est gravissime ce qui se passe, parce qu'on est vraiment attaqué de tous les côtés. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on se réveille et que notre salut peut venir que de là, que de dire non et de ne pas... Parce que Sylvie Simon disait, s'il y a un vaccin qui est nécessaire, c'est le vaccin contre la peur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir peur et il faut vraiment leur dire non. Et elle avait écrit un très beau texte qui est un appel à la désobéissance citoyenne. Et moi, je voudrais juste finir par une phrase de Bernanos qui disait qu'on ne périrait pas de la violence, mais par la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne et son acceptation vile et servile du moindre décret public. Donc, à nous de jouer. Voilà. Très impressionnant de passer après Claire, vraiment. Je suis... mais ça, chaque fois que je parle avec Claire, j'en sors toute tremblante. Je l'adore, hein, c'est pas... Croyez pas que je lui en veuille de quoi que ce soit. Ça me fait à peu près la même chose quand j'écoute Pierre Hillard. Écoutez, c'est des vérités, on est obligé de la regarder en face, parce que se mettre la tête dans le sac, ça ne servira à rien. Moi, je vais vous raconter l'aspect historique de ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est devenu complètement fou. Je vais vous montrer que le monde était déjà fou il y a quelque temps, et que si on nous a tellement menti sur l'ancien temps, c'est peut-être pour cacher les choses que je vais vous raconter maintenant. Voilà.
Sous l'Ancien Régime, alors l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'est? C'est la période, c'est un siècle et demi avant la Révolution française. Hein. Alors on sait bien que le Moyen-Âge c'était déjà l'Ancien Régime, mais c'est pas la période qu'on appelle l'Ancien Régime avec une majuscule à A, c'est cette période de 150 ans qui précède la Révolution française. Donc sous l'Ancien Régime est née une institution qui est l'ancêtre de l'assistance publique. Vous savez ce que c'est que l'assistance publique? Alors aujourd'hui ça a encore changé de nom puisque c'est passé sous la responsabilité des conseils généraux. Mais avant, l'assistance publique était une institution de type national qui s'occupait des gens en souffrance, des pauvres, des handicapés, des enfants perdus, des enfants en souffrance. Voilà. L'ancêtre de l'assistance publique est une institution qui s'appelait l'Hôpital Général et qui est née en 1656. 1656, c'est le règne de Louis XIV. C'est le début du règne de Louis XIV. Et pourquoi cette institution a-t-elle été créée? C'était pour résoudre les problèmes que causait la mendicité. Alors pourquoi la mendicité était-elle un tel problème? C'est que 1656, la France sort de 4 ans de guerre civile. La guerre civile, c'est une horreur qui se solde par des gens qui ont perdu leur maison, perdu leur travail, perdu leur outil, qui s'entassent, qui s'accumulent au bord des villes ou à l'intérieur des villes où ils mendient. Plus personne ne peut travailler, la vie est absolument impossible, et pour ceux qui ont du travail et pour ceux qui n'en ont plus. Et la mendicité est un problème qui doit être pris à bras-le-corps par les autorités. Vous avez de ces époques-là une figure extraordinaire, étonnante qui est restée, c'était Vincent de Paul, qui a été canonisé 100 ans après, qui était un prêtre qui a voulu résoudre les problèmes posés par la mendicité en venant au secours des pauvres, des miséreux, en venant à leur secours, en diminuant leur souffrance, en étant à eux secourables, bienveillants. Et vous avez d'autres gens qui ont voulu résoudre la mendicité par ce qu'on a appelé le renfermement, c'est-à-dire la répression. L'hôpital général est donc une institution qui a été créée alors sous sceau royal, c'est-à-dire que c'est le roi Louis XIV qui a signé le décret d'institution de l'hôpital général, mais ce sont des juges laïcs qui ont voulu l'institution de l'hôpital général. La justice était absolument laïque, les juges rendaient la justice au nom du roi et pas au nom de Dieu, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et les juges étaient rigoureusement indépendants pour mener à bien leur projet d'hôpital général. Ces juges étaient des dévots laïcs absolument bigots, c'est-à-dire qu'ils avaient... les juges à l'origine de l'hôpital général appartenaient à ce qu'on appelait la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement, si vous avez lu Molière et si vous avez des souvenirs de Tartuffe, ce sont ces hypocrites qui prétendent régenter la vie publique et la vie personnelle des gens, alors qu'ils n'ont absolument aucune autorité pour le faire. Voilà. La Compagnie du Saint-Sacrement ne sont pas exclusivement des juges, mais beaucoup des juges. Ils sont à la fois prompts à la rébellion par rapport à l'autorité royale, et ça je vais en parler dans le petit bouquin qui sort là, qui est sorti aujourd'hui. Je raconte la jeunesse de cette abominable institution. Donc officiellement ils veulent faire le bien, ils veulent faire reculer la mendicité, ils veulent faire reculer la prostitution. Ce sont des gens qui veulent le bien. Ils ont secouru des prisonniers, ils ont secouru des galériens, ils ont eu des actions publiques qui pouvaient passer pour bénéfiques. Et en fait, ce qu'ils ont créé pour venir au secours des pauvres, c'est un système de renfermement, c'est-à-dire d'internement de tous les pauvres, sommés absolument sans aucun autre choix de se laisser enfermer dans des espèces de camps de concentration. C'est-à-dire que l'hôpital général est une abomination dans laquelle, sans aucune autre autorité que celle des juges qui étaient à la fois juges et partis, c'est-à-dire que c'est eux qui ont créé l'institution, c'est eux qui la dirigeaient, et quand il y avait des problèmes qui devaient mener l'institution en justice, les juges s'auto-jugeaient. Je ne sais pas si vous imaginez, il était absolument impossible de venir à bout de violence, sadisme, exploitation, malversation, détournement de fonds, violence sexuelle. Tout a pu exister dans l'hôpital général sans que jamais aucune plainte ne puisse aboutir. Le roi, alors ça a été l'objet de la marche rouge que je vous ai apporté, dont je vous ai apporté quelques exemplaires. Ça a été il y a eu des conflits à la fois pendant le siècle de Louis XIV, mais surtout pendant le siècle de Louis XV, qui tournent autour de qui va diriger cette abominable institution. Donc une des caractéristiques de l'hôpital général, c'est qu'il abritait les enfants en souffrance. Qu'est-ce que c'est que les enfants en souffrance? Eh bien, soit ce sont des enfants dont les parents, en tant que pauvres, vont entrer à l'hôpital général. Donc, puisque les parents entrent, les enfants entrent.
Alors ne vous faites pas d'illusions, dès que la mère arrive avec ses enfants, la mère est envoyée dans un coin, les enfants de l'autre, on les sépare immédiatement et irrémédiablement. Et les administrateurs de l'hôpital, à savoir les juges, avaient tutelle pleine et entière à l'exclusion de tous parents sur tous les enfants qui entraient à l'hôpital général. C'est-à-dire que vous entriez, vous, à l'hôpital général avec vos enfants à la main. Dès que vous aviez passé la porte, vos enfants ne dépendaient plus de vous. Alors que l'autorité paternelle, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. Mais en passant la porte de l'hôpital général, cette autorité parentale était absolument abolie et c'est l'institution qui avait le pouvoir sur vos enfants. Je suppose que ça doit évoquer pas mal de choses, hein, l'institution qui prétend avoir tutelle pleine et entière sur les enfants dont elle s'occupe. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est qu'aucune plainte d'aucune sorte concernant les décès des enfants n'était recevable par qui que ce soit d'autre que par les gens qui étaient eux-mêmes un administrateur, etc. C'est-à-dire ça se mordait la queue. Il n'y avait aucune espèce de recours contre toutes les malversations. Et tenez-vous bien, un arrêt du Parlement, alors le Parlement c'était la cour, le premier tribunal du royaume, hein, le tribunal des juges, les juges du Parlement était la cour d'appel de toutes les juridictions subalternes, donc c'était le Parlement, le tribunal supérieur. Un arrêt du Parlement a fait défense d'imprimer aucune chose concernant l'hôpital général sans un ordre écrit des directeurs. On n'avait même pas le droit d'écrire sur l'institution de l'hôpital général. Ça a duré plus de 100 ans. Comment cet hôpital général traitait-il les mères pauvres, des enfants pauvres? Dites-vous bien que toute femme qui arrivait à l'hôpital général et qui y accouchait était immédiatement séparée de son enfant. C'est-à-dire que les femmes accouchaient, on leur retirait leurs enfants. Comme on ne voulait pas laisser à croire qu'on allait les laisser mourir, on les envoyait se faire allaiter à une institution qui s'appelait la couche, où de là on recherchait désespérément des mères pour les allaiter. C'est-à-dire que vous aviez une femme qui avait du lait dont elle ne faisait rien et qui la faisait hurler de douleur à la fois physique et morale, et ces nourrissons étaient enlevés pour aller disputer à la couche les rares nourrices à la disposition des enfants qui étaient orphelins. Donc vous aviez à l'hôpital général d'une part les enfants entrés avec leurs parents et les enfants sans parents. Hein. Tout ce qui était enfant en souffrance, que ce soit orphelin ou enfant pauvre, de parents pauvres, était rassemblé à l'hôpital général sous la tutelle. Alors, c'est Saint Vincent de Paul qui avait voulu cette institution des enfants trouvés. Dès qu'il a créé son institution, les directeurs de l'hôpital général sont venus le voir en lui disant nous avons une belle institution, l'hôpital général, nous voudrions inclure les enfants trouvés. Et Saint Vincent de Paul a dit jamais, moi vivant jamais. Et quand il est mort, 1 mois après, c'était fait. Alors, l'institution prétendait vouloir aider les pauvres. Alors, j'ai trouvé au fil des archives 2 cas qui sont assez significatifs de la façon dont on aidait les pauvres. Vous avez une demoiselle Beauchamp qui a un jour abandonné son enfant. Alors, qu'est-ce que c'était qu'abandonner son enfant pour le confier aux enfants trouvés? C'était considérer que si on avait trop de difficultés pour élever son enfant, en le confiant à l'institution, on allait le sauver. Et comment on sait ça? On le sait parce qu'on retrouve des petits mots qui étaient accrochés au linge, et au linge des enfants, et il disait prenez-en bien soin, je ne l'abandonne que par extrême pauvreté, ou c'était des enfants qui avaient été baptisés, leur mère laissait un petit signe de tendresse, enfin c'était pas des enfants mis à la poubelle. Hein. Bon. Et vous avez une demoiselle Beauchamp, dont on connaît le dossier, qui après avoir abandonné son enfant à la naissance, est venue le rechercher quelques années après parce que ça allait mieux. On lui a refusé. Pourquoi? Parce que. À quel titre? Parce qu'on avait le pouvoir. Donc on aide qui là? On aide l'enfant? On aide la mère? Ou alors on met la main sur les enfants? J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Un autre cas, Marie-Angélique Coupé, c'est une jeune femme qui avait confié sa fille à une nourrice. Elle payait la nourrice et elle allait lui rendre visite. Quand elle a voulu reprendre son enfant, l'institution lui a piqué. Ça veut dire que vos enfants nous intéressent, si vous voyez ce que je veux dire. Que faisait-on de ces enfants? Qu'est-ce que c'est que tous ces enfants qui entraient à l'hôpital général? J'ai relevé dans un registre, tenez-vous bien, à la date du 26 avril 1754. C'est 100 ans après l'institution. Hein. Je vous ai raconté, l'institution c'est 1656, là on arrive à 1754, c'est le règne de Louis XV. Et j'ai relevé l'affiche d'un petit Pierre, âgé de 6 ans, qui avait été trouvé exposé à la porte de l'Hôtel-Dieu d'Auxerre. Alors là, il a été trouvé à la porte de l'Hôtel-Dieu d'Auxerre
et on le retrouve à la Salpêtrière, c'est-à-dire à Paris. Et il est entré à la Salpêtrière 4 jours plus tôt, c'est-à-dire le 22 avril. Il arrive le 22 avril et le 26 avril, il ressort. Pour où? On ne sait pas. Il ressort. Pour comment on le sait? Il y a des registres d'entrée et de sortie. À la date du 22, le petit Pierre, trouvé à la porte d'Auxerre, est entré et le 26, il ressort. Pour où? On ne sait pas où il va. Mais tenez-vous bien, personne ne l'attend, parce que si quelqu'un l'attendait à la sortie, ce serait marqué. Il est muet, imbécile et paralytique. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a été emmené d'Auxerre à Paris, paralytique, on a compris, muet et imbécile, ça veut peut-être dire tout simplement sourd et jamais stimulé, donc perdu dans une solitude absolument atroce, qu'on a fait rentrer 4 jours à l'hôpital général et qui est ressorti pour où? On peut imaginer le pire, parce qu'il n'y avait aucune autre institution que celle d'où il sortait qui était susceptible de le prendre en charge. Imaginez-vous que, vous avez entendu parler récemment d'étranges rumeurs, des étranges rumeurs. Il y avait déjà à l'époque des étranges rumeurs. Je vais retourner au siècle de Louis XIV et vous dire qu'en 1675, le roi Louis XIV avait alors 37 ans, a été lu et publié à son de trompe et à tous les carrefours une ordonnance menaçante du lieutenant général de police qui disait: alors que rien n'est arrivé qui puisse donner lieu à de si extravagantes opinions, et même sans aucune apparence qui ait pu lui servir de fondement, on raconte que des gens enlèvent des enfants à Paris. Le lieutenant général de police se fâche, parce que cette rumeur est l'objet et le prétexte à des violences inacceptables. C'est-à-dire que des gens dans la rue poursuivent d'autres gens en disant « vous avez enlevé mes enfants ». Et le magistrat, qui est un des grands serviteurs de Louis XIV, c'est Nicolas de la Reynie, c'est un très grand magistrat, une très grande personnalité du siècle de Louis XIV, du ministère de Colbert, je crois. Il demandait des châtiments exemplaires contre les auteurs de telles rumeurs. C'est-à-dire quand les gens font circuler des rumeurs aussi graves disant qu'on enlève des enfants, ces gens-là doivent être punis. Et il disait, s'il y a le moindre doute concernant l'enlèvement d'enfants, pourquoi ne dépose-t-on pas plainte à la justice au lieu d'user de voies de fait? Vous êtes d'accord? Vous savez ce qu'elle fait, la justice, pendant ce temps-là? C'est elle qui gère les enfants trouvés. D'accord? Donc, le 3 septembre 1675, Nicolas de la Reynie veut sévir contre d'étranges rumeurs qui se font, et des règlements de compte qui se font en lieu et place de plaintes à la justice. 25 ans plus tard, Nicolas de la Reynie est mort. Le 13 juin 1701, c'est toujours le siècle de Louis XIV, on a changé de siècle, mais c'est toujours Louis XIV, un commissaire, qui s'appelle le commissaire de la Mare, reçoit un billet qui dit « Il n'est rien du tout, monsieur, de l'avis qu'on vous a donné de l'enlèvement d'un enfant proche de Saint-Christophe. Ce bruit d'enlèvement d'enfants qui se renouvelle à Paris de temps en temps, c'est toujours trouvé faux. » 1675, 1701, de nouveau des rumeurs d'enlèvement d'enfants. Il dit, et ce billet dit c'est une fameuse panique du menu peuple dans ce qui le touche le plus et qui s'excite sur la moindre apparence. C'est-à-dire que là, vous voyez de nouveau des gens qui croient qu'on enlève des enfants et qui font circuler des rumeurs absolument indécentes et contre lesquelles il va falloir sévir. Le lieutenant général de police de l'époque, qui s'appelle plus la Reynie, qui s'appelle d'Argenson, écrit « Le véritable principe de tous ces mouvements est le désir d'attrouper le peuple et de le voler. En effet, le propriétaire des 2 Anges sur le Petit Pont, c'était un restaurant, enfin une auberge, menant hier son fils par la main, fut arrêté et battu par la populace qui lui vola 4 ou 5 louis d'or. » C'est-à-dire que les gens vont faire à croire qu'on enlève des enfants et tout ça c'est pour voler les gens. Donc ce sont d'étranges rumeurs, ce sont des rumeurs d'un peuple imbécile, prêt à croire n'importe quoi. Mais 1750, 50 ans plus tard, les gens disent que des policiers déguisés s'emparent d'enfants et d'adolescents et les mettent en prison. 3e rumeur. Et un chroniqueur du temps qui s'appelle Edmond Barbier écrit « Il se débite dans Paris que l'objet de ces enlèvements d'enfants est qu'il y a un prince ladre, c'est-à-dire lépreux, pour la guérison duquel il faut un bain ou des bains de sang humain, et que n'en ayant point de plus pur que celui des enfants, on en prend pour les saigner des 4 membres et pour les sacrifier, ce qui révolte encore plus le peuple. » Alors il est bien évident qu'on n'a jamais eu vent qu'un prince prenait des bains de sang d'enfants, donc ce sont encore d'affreuses rumeurs circulées, il n'y a rien à voir. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je vais arriver tout de suite à la conclusion de ces 3 affaires. 1. On a su par l'affaire des poisons,
c'est-à-dire une affaire, un scandale qui a secoué le règne de Louis XIV et montrant que jusqu'à un échelon très élevé de l'État, des gens usaient des poisons pour se débarrasser d'un mari, d'un père, d'une femme. Et derrière cette affaire des poisons sont apparues des affaires de messes noires et de sacrifices sataniques d'enfants. Le magistrat qui s'est occupé de ces affaires était le fameux Larénie, qui a compris quelques années plus tard qu'il avait dénoncé une étrange rumeur fondée sur des faits authentiques. On enlevait effectivement des enfants disparaissaient, et si les parents ne se rendaient pas plainte à la justice, c'est qu'ils n'avaient pas confiance dans les juges. Voilà ce qui se passait au siècle de Louis XIV. En mai 1750, des véritables enlèvements d'enfants, de garçons et de filles ont mis Paris en émoi et en soulèvement général. Les émeutes pour les enlèvements d'enfants, que j'ai appelé moi la marche rouge, hein, le titre de mon livre, et ont été les violences les plus sérieuses et les plus conséquentes pour le pouvoir, c'est-à-dire que le roi a pris peur et les autorités ont pris peur. Les Parisiens se sont tellement révoltés contre les enlèvements d'enfants qu'ils ont mis Paris en état de guerre, et puis bon, ils ont relâché les gosses. Hein. J'ai retrouvé, je les ai pistés, pas tous, mais une grande partie des enfants qui avaient été enlevés, véritablement enlevés, c'était pas une étrange rumeur, c'était absolument authentique, ont été rendus. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ces histoires? 3 fois on nous fait le coup de l'étrange rumeur, et par 3 fois il s'agit véritablement d'authentiques attentats contre les familles, perpétrés par qui? Par l'autorité chargée de les protéger. C'est-à-dire l'État. Alors, dans le cas des enlèvements d'enfants, je veux absolument préciser, dans le cas de l'hôpital général, que l'institution qui s'en charge, qui est de signature royale, hein, c'est le roi qui décide effectivement que l'hôpital général va voir le jour. Ça n'est pas le roi qui l'a voulu, ça a été mis sur pied par des magistrats dont la double caractéristique était la rébellion perpétuelle contre l'absolutisme royal et l'anticléricalisme virulent. C'est-à-dire un seul ennemi, l'Église. Passons quelques années, je vais vous parler d'un grand philanthrope qui s'appelle Claude Humbert Piaron de Chamousset, qui a été encensé à la fois par les Lumières et par la Révolution. Pourquoi les Lumières? Les Lumières, ça commence en 1746, 7, 8, 9, c'est tout juste un peu avant le tournant du siècle. Et Voltaire a dit de ce fameux Piaron de Chamousset, dans son dictionnaire philosophique, il est l'un des meilleurs citoyens et des plus attentifs au bien public. Voilà, Piaron de Chamousset est un homme des Lumières. L'encyclopédie de Diderot. Alors Diderot, c'est les pleines Lumières, hein, on est d'accord. Hein, ce qu'on appelle le mouvement des Lumières, c'est ce qui se crée autour de la parution de l'encyclopédie, le gros dictionnaire de l'encyclopédie, dirigé par Diderot, auquel Voltaire participait, mais de loin. Voltaire n'était pas un des rédacteurs de l'encyclopédie, mais il en était un des grands inspirateurs. Tous les rédacteurs de l'encyclopédie vouaient une espèce d'admiration à M. de Voltaire. Donc, Diderot, dans son encyclopédie, quand il s'agit de l'hôpital, il renvoie aux analyses de Chamousset. Hein, quand vous arrivez à Hôpital, voir Chamousset, Piaron de Chamousset. Et à l'heure actuelle, quand vous allez sur le catalogue de la Bibliothèque nationale, et que vous cherchez Piaron Chamousset, on vous dit philanthrope né à Paris en 1717 et mort en 1775. Philanthrope, d'accord? Il a écrit, ce monsieur, en 1756, puis en 1757, un livre qui s'appelle Vue d'un citoyen, dans lequel il veut réformer les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est-à-dire l'hôpital général dont je vous parlais tout à l'heure. Et il écrit: que servirait-il de faire arriver un plus grand nombre d'enfants à l'âge de 3 ou 4 ans s'ils n'avaient été conservés que pour périr dans nos hôpitaux? L'État les perdrait sans en avoir retiré aucun fruit. Ça s'appelle un discours utilitaire, ça. On chercherait vainement l'humanité. Il explique à propos de ces enfants, il dit qu'il faudrait les retirer de l'hôpital pour les confier ailleurs. Et il dit dans quel but? Il dit sans parents, sans soutien que celui d'un sage gouvernement leur procure, ils ne tiennent à rien, ils n'ont rien à perdre, la mort même pourrait-elle paraître redoutable à de pareils hommes que rien ne semble attaché à la vie, et que l'on pourrait familiariser de bonne heure avec le danger si on les destinait à en faire des soldats. C'est-à-dire que le grand humaniste veut qu'on retire les enfants des hôpitaux pour, en les coupant de toute affection, en faire des bêtes à tuer. Lumière. Il voulait les faire élever à la campagne, ça aurait fait une main-d'œuvre gratuite
et également une possibilité pour les villageois de remplacer leurs enfants à la milice. Ça voulait dire quoi? Quand le roi voulait, de plus en plus, est apparu ce qui va devenir la conscription. C'est-à-dire que le roi, au lieu de payer des gens à faire la guerre, ou d'imposer aux nobles de la faire, puisque les nobles, c'est comme ça qu'ils payaient leur impôt, c'était en allant à la guerre, mais on avait besoin de plus en plus de troupes, on tirait au sort. On tirait au sort la milice. Et Guérin de Chamousset disait « Chaque village qui voudrait s'exempter de la milice prendrait 8 de ses enfants. Et dès l'âge de 4 ou 12 ans, on pourrait s'assurer que leur conservation, utile à préserver leurs propres enfants de la milice, serait assurée par les maîtres. » C'est-à-dire que si vous prenez un gosse de l'hôpital, et si votre fils est tiré à la milice, c'est le gamin qui ira. C'est pas beau, ça? Et ils disant, à condition bien sûr de s'assurer que ces paysans à qui on les confierait n'auraient pas la faiblesse de s'attacher à eux. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rechercher comme famille pour placer ses enfants? Eh bien, famille aimante, s'abstenir. Ça vous rappelle rien? Dans les façons de faire des services, voilà, les Thénardier, exactement. Les Thénardier, ou beaucoup d'exemples de services sociaux, où quand un enfant est trop bien dans une famille parce qu'il appelle sa nourrice maman, hop, on le retire et on le met chez d'autres. Et il écrit, écoutez bien, n'ayant point pour eux une tendresse aveugle, il parle des paysans, que tel que souvent ils ont pour leurs enfants, il ne leur inspirerait pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop et qui ne tend qu'à faire naître la peur quand la raison et les principes ne le règlent pas. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces paysans, parmi lesquels on va sélectionner les brutes, parce qu'attention, des paysans qui ont sauvé des enfants, il y en a, et il y en a beaucoup, mais des brutes, ça existe, et c'est ceux-là qu'on allait sélectionner, parce qu'ils ne leur inspireraient pas le désir de se conserver que les hommes n'ont que trop. Et lui, il est comment avec son désir de se conserver? Il s'est suicidé à quel âge, ce gars-là? Il est mort enfin bref. Il ne s'est pas suicidé, il avait bien le désir de se conserver, mais les enfants du peuple, les enfants pauvres n'y avaient pas droit. Et il termine en disant « Il existe en Bohême une société de frères unis qui inculque aux enfants de voir la mort avec allégresse. Il ne doit pas être difficile, dit-il, de faire regarder la mort et les dangers avec indifférence à des gens que l'on élèvera dans ses sentiments et qui n'en seront pas distraits par une tendresse réciproque ou par des liens de parenté. » Eh bien moi, je n'ai pas étudié de près le nazisme, mais il me semble avoir compris que ce que la jeunesse hitlérienne, c'était ça. C'est-à-dire que c'est un programme nazi. Nazi, je dis vraiment nazi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il a dit, il n'y avait pas que les soldats comme perspective pour ses enfants, il disait, il y avait également l'agriculture et la marine. Il disait, enfin, l'agriculture et il n'y avait pas que l'agriculture, hein, je m'en mêle des pinceaux, il n'y avait pas que l'agriculture et l'armée, il pouvait y avoir également la marine, et vous allez voir qu'il y a encore autre chose. Il disait, dès l'âge de 10 ans, on pourrait en faire des mousses et les accoutumer à la mer jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, puis de 15 à 25, ils seraient de bons matelots, et l'État serait alors remboursé par ce service de tout l'argent dépensé pour eux. Ça, c'est l'humanisme des Lumières. Alors, ceux qui ont déjà vu ma première conférence que j'ai faite sur le sujet à Marseille, j'ai déjà évoqué ce triste cire, Guérin de Chamousset. Figurez-vous que le 7 janvier 1761, c'est-à-dire 4 ans après la parution de cet horrible ouvrage, un nouveau règlement a préconisé de laisser à la campagne les enfants qui y étaient envoyés, et il n'en sera ramené à Paris que le nombre suffisant de l'un et l'autre sexe pour être envoyé à la maison du Faubourg Saint-Antoine, autant qu'il sera nécessaire pour le service. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui resteront à la campagne, et il y a ceux qu'on renverra à Paris dans l'institution pour les faire travailler gratuitement. Ça s'appelle de l'esclavage, ça, non ? Main-d'œuvre gratuite dans l'institution. Dites-vous bien que le 5 avril suivant, en 1761, le duc de Choiseul, qui était le principal ministre du gouvernement, c'était l'homme de la Pompadour et l'ennemi mortel des jésuites. Le duc de Choiseul est celui qui a avalisé la suppression des jésuites. Ce sont les magistrats jansénistes qui ont voulu la suppression des jésuites, et c'est le duc de Choiseul qui leur a accordé. Il a informé les intendants c'était les représentants du roi en province, que désormais les enfants trouvés élevés à la campagne pourraient remplacer au tirage au sort de la milice les enfants du chef de famille qui les aurait élevés. C'est-à-dire que Chamousset écrit son plan en 57 et en 61, c'est chose faite. Ça passe. C'est vous dire l'importance et l'influence qu'avait ce Chamousset, homme des Lumières. Hein, on est bien d'accord, ce Diderot, Voltaire, etc. Alors, il avait une autre solution également pour ses enfants pauvres. Il disait trop d'argent est dépensé à acheter, transporter et enfin mater des nègres quand tant d'enfants ne font rien à l'ombre de l'hôpital.
Vous avez entendu parler de l'esclavage, hein, à Nantes, vous êtes bien d'accord? Eh bien, dites-vous bien qu'au tournant du siècle, c'est-à-dire à partir des années 1750, aller chercher des nègres, ça coûte de plus en plus cher. C'était bien quand c'était à bas prix, mais les transporter, comment il dit, les transporter, les acheter, les transporter et les mater, parce que bien évidemment les nègres sont des gens qui se rebiffent, ça coûte de plus en plus cher alors qu'on a des enfants, gratuitement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo en ce moment qui circule de Serge de Beketch sur l'esclavage blanc. C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai pas souvenir, hein, je l'ai vu une fois cette vidéo, ça m'a tout à fait... D'abord, ça se passe à partir du système anglais, c'était pas le système français, donc j'ai pas souvenir très précis, mais je sais que c'est ça que ça évoque. C'est-à-dire que le système a essayé de remplacer le trafic de nègres par du trafic d'enfants blancs sur place. Et est-ce que vous croyez que ce qu'il suggérait, c'était de libérer les nègres, puisqu'il voulait qu'on envoie les enfants en lieu et place? Vous avez compris ça, hein, Eh bien, il n'a jamais dit qu'il fallait supprimer l'esclavage. Il disait, pour commencer les colonies, il faudra des nègres, et ensuite, on revendra les nègres, on les remplacera par les enfants des hôpitaux. C'est-à-dire que cet homme des Lumières n'a jamais prétendu qu'il fallait libérer les nègres, mais les revendre. Ah bah attendez, on les a payés, donc puis on les a nourris pendant tout ce temps, etc. Et écoutez bien, je vous fais une citation. 2000 nègres, autant de négresses avec leurs négrillons et leurs négrites, suffirait pour les commencements de cette colonie, qui serait d'abord composée de tout ce que les hôpitaux de ce royaume peuvent avoir d'enfants à leur charge, et de quelques compagnies d'invalides pour contenir les nègres et les mendiants exportés. Parce qu'on ne va pas exporter que les enfants, on va également exporter les mendiants. Ça s'appelle de l'esclavage. Et ça, c'est le plan d'un homme des Lumières. On finira par abolir l'esclavage des nègres pour le remplacer par l'esclavage des enfants. Voilà le programme. Et j'ai un truc que je voulais vous dire qui m'a échappé. Non, bah écoutez, si ça me revient tout à l'heure, je vous le dirai. On va faire un petit bond à la Révolution. Alors la Révolution, est-ce que vous savez que les enfants travaillaient au 19e siècle? Tout le monde a entendu dire ça, les enfants dans les mines, les enfants dans les ateliers. Eh bien, avant le 19e siècle, c'était pas comme ça que ça se passait. Avant la Révolution française, les enfants, ils étaient à l'école ou à l'atelier pour apprendre, c'est-à-dire en apprentissage. Les enfants étaient nourris par leur papa. À partir de la Révolution, plus précisément à partir de Turgot, homme des Lumières s'il en fut, Turgot, alors j'ai fait une conférence sur Turgot, elle n'est toujours pas parue, mais elle va paraître, où je raconte tout ça par le menu. Turgot est un homme des Lumières qui est arrivé au pouvoir au début du règne de Louis XVI et qui a libéralisé le prix du grain. J'ai fait la conférence ici, hein, quand j'étais avec Alain, si vous vous souvenez. J'ai raconté qu'il a libéralisé le prix du grain, il a supprimé la police des subsistances, donc le prix des subsistances s'est mis à monter. Et dans le même temps que les prix des subsistances montaient, Turgot a interdit les corporations, c'est-à-dire toutes les organisations ouvrières qui s'occupaient d'assurer des salaires minimums et surtout qui s'assuraient du chômage, de la santé des travailleurs. Donc il a livré les travailleurs au marché, à la dure loi du marché. Et dans le même temps, des gens sont allés voir Turgot en lui disant comment vont faire les gens pour élever leurs enfants si les subsistances augmentent et que les salaires diminuent. Et à ce moment-là, Turgot a dit, un ouvrier trouvera toujours de quoi se nourrir, c'est sa femme et ses enfants qui n'arrivera plus à nourrir, et c'est cela qu'il faut occuper. Le travail des enfants date de ce moment-là, c'est les Lumières. C'est les Lumières. Le résultat de la Révolution française, ça a été les enfants au travail, à la mine. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Dans toutes les paroisses du Royaume de France, il y avait un recteur d'école. Alors l'école n'était pas obligatoire, il n'était pas obligatoire d'aller à l'école, et il était obligatoire d'ouvrir une école par paroisse. C'est comme ça. Alors évidemment, les parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent à l'école. Ben tiens, bien sûr que si, bien sûr que si. Et on leur apprenait à lire, à écrire, à compter, et on leur apprenait également l'évangile, on leur apprenait également les valeurs chrétiennes, puisque la France était un pays chrétien en ce temps-là. Voilà. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, c'est en marche, c'est en marche. Donc l'industrialisation qui est née de la Révolution française a jeté des familles entières de la campagne aux ateliers et aux mines, ça a été l'horreur. L'horreur de la misère ouvrière, c'est la suite de cette révolution des Lumières.
Et il existe dans le cours de la Révolution un plan d'éducation, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais le moment est venu de faire une piqûre de rappel, d'un monsieur qui s'appelait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, qui est un grand aristocrate bourguignon. Saint-Fargeau, c'est pas loin de chez moi. Et le jour de sa mort, on a retrouvé replié dans sa veste, à l'endroit du cœur, il a été transpercé d'un coup d'épée dans le ventre, et si le coup d'épée était passé plus haut, au lieu de lui percer le ventre, on aurait pu percer son plan d'éducation qui lui aurait probablement sauvé la vie. Donc, Michel Lepelletier est mort quelques heures après l'attentat, et son frère Félix a récupéré le plan d'éducation, il l'a lu, il l'a trouvé tellement génial qu'il en a parlé à Robespierre, et Robespierre l'a trouvé tellement génial qu'il l'a lu lui-même à la Convention en disant qu'un plan aussi extraordinaire, aussi merveilleux, aussi humain était bien la preuve que les ennemis des tyrans, à savoir les républicains, étaient capables des plus grandes idées et des plus grands projets. Et donc ce plan d'éducation, alors il n'a pas été retenu par la Révolution, hein, je tiens à le dire, ça n'est pas le plan qui a été retenu, je crois savoir que c'est celui de Condorcet, si je dis une bêtise, il ne faudra pas m'en vouloir. Ce que je sais, c'est que le plan de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau n'a pas été retenu, mais il sert de référence à énormément d'enseignants. J'ai trouvé des textes absolument dithyrambiques sur ce plan d'éducation, sur Internet, dans des sites d'éducation, dans des sites de professeurs et de gens de gauche en général. Ils ont trouvé ce plan absolument extraordinaire et surtout Robespierre l'a défendu comme étant un plan hautement humaniste. Écoutez bien, depuis 5 ans jusqu'à 12 ans, c'est-à-dire, je cite, dans la portion de vie si décisive pour donner à l'être physique et moral la modification, l'impression, l'habitude qui conservera toujours et qui doit composer la République, sera jetée dans un moule républicain. On va prendre les enfants à partir de 5 ans pour en faire des républicains. Si on les prend à partir de 5 ans, c'est que c'est plus leur mère qui les élève. On est d'accord. Ainsi se formera une race renouvelée, forte, laborieuse, réglée, disciplinée, et qu'une barrière impénétrable aura séparé du contact impur des préjugés de notre espèce vieillie. Hein, c'est pas un beau plan de séparation des parents et des enfants, ça. Et figurez-vous que j'ai vu, là, il y a 2 jours, une vidéo, une des dernières vidéos, je pense, du professeur Gernez, parce qu'il avait l'air déjà très diminué, je pense que c'était un peu avant sa mort, qui disait que c'est à l'âge, précisément entre 5 et 12 ans, que se joue l'élaboration du cerveau, comment appelle-t-il ça? Limbique, je crois, oui. Qui permettra de ne pas avoir la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que le gâtisme qui attaque de plus en plus de gens provient de la façon dont on aura géré la capacité de rêverie et de spiritualité entre 5 et 11 ans, précisément cet âge-là. Qu'est-ce qu'en savait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau? J'en sais rien. Mais quand il disait c'est à cet âge-là qu'il faudra, alors il était question bien évidemment de leur retirer toute éducation religieuse, ça c'était bien sûr, on leur dire vous ferez ça après, alors que c'est, d'après le professeur Gernez, à cet âge-là que ça se joue pour ouvrir l'esprit à certaines fonctions et à certaines capacités qui, si elles ne sont pas développées à ce moment-là, engendreront un gâtisme précoce. Un bon entendeur, salut. Et alors, il disait à propos de son plan, et ça je vais vous reciter Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, « Les pères et mères ou tuteurs qui négligeraient de remplir ce devoir, le devoir consistant à laisser leur enfant à l'institution, perdront leurs droits de citoyens et seront soumis à une double imposition directe pendant tout le temps qu'ils soustrairont l'enfant à l'éducation commune. Vous voulez pas que votre enfant aille à l'école? Vous allez payer double. » Mais je te coupe, mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Mais exactement. C'est-à-dire que là, quand ils ont décidé, le premier truc qu'ils ont dit, c'est que les parents, si les 2 parents ne travaillaient pas, ils n'auraient pas droit à l'abattement fiscal sur leurs impôts. Pour pousser les gens à aller travailler. Pour pousser les gens à aller travailler et envoyer leurs enfants à l'école. Et dans le document de l'OMS qui parlait de la sexualité des enfants, en dehors du fait qu'il y avait le plan sur la sexualité des enfants, il y avait bien marqué que les informations que les enfants avaient des parents étaient des informations informelles et que les seules informations formelles devaient venir de l'État et de l'éducation.
Donc, comme Ah oui, c'est Madame Belkacem nous disait que le Monsieur plan... Belkacem. Pardon. Monsieur Monsieur Belkacem Belkacem. nous disait que le plan... Enfin, que ça n'existait pas. Oui. Pardon. Vraiment, voilà. Non, mais je te remercie. Bon, je pense que tout le monde comprend effectivement le parallèle qu'on peut faire avec maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui remonte à des siècles en arrière, de séparer les enfants des parents pour en faire ce qu'on veut en faire. L'un, c'est des bêtes à tuer, l'autre, c'est des bons républicains. Et alors, je reprends la menace du plan vis-à-vis des parents qui veulent s'en soustraire. Il disait « Tout enfant également, de l'un et l'autre sexe, âgé de plus de 8 ans, qui dans la journée précédente, si c'est un jour de travail, n'aura pas rempli une tâche équivalente à sa nourriture, ne prendra son repas qu'après que les autres auront achevé le leur, et il aura la honte de manger seul. » C'est-à-dire que vous comprenez là que les enfants qui sont à l'école, en fait, travaillent pour se nourrir et nourrir les autres. C'est-à-dire qu'en fait, l'école est une espèce de bagne. Et j'ai ouï dire, là récemment, j'ai vu passer une dépêche, émanant, venant, je crois, des États-Unis, où il a été décidé que quand les enfants dont les parents ne pouvaient pas payer la cantine seraient employés gratuitement à faire le service dans les écoles. C'est dans le plan de Michel Lepelletier. Et ça, j'ai vu arriver ce truc-là des États-Unis ou d'Angleterre. Je crois que c'est des États-Unis. Ou bien il sera puni par une humiliation publique qui sera indiquée par le règlement. Voilà, ça c'était le programme que Robespierre a trouvé absolument génial, dans lequel on trouve véritablement ce plan de séparer les enfants des parents, parce que les parents ont une influence pernicieuse. La race vieillit, en fait c'est quoi la race vieillie? C'est la tradition, c'est le savoir, c'est la transmission du savoir, et on veut en faire des bêtes, quoi. On veut faire des machines. Je crois qu'on se rapproche beaucoup du programme que Claire nous a décrit. Oui, bon. ça rejoint la stratégie du choc de Naomi Klein aussi, qui dit que quand les gens perdent leurs repères ou les enfants perdent les repères, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut après. Et l'attachement viscéral, alors bon, je vous ai dit, la grande révolte des parents en 1750, je racontais cette histoire récemment à quelqu'un, j'arrive pas à me souvenir de qui, donc je peux pas vous donner la source, mais après tout, ça doit pouvoir se retrouver. Quelqu'un qui me disait que la grande ruée des boat people dans les années, c'est les années 80 je crois, les boat people. Vous savez, c'est en Asie du Sud-Est, des gens qui se ruaient par famille entière sur des bateaux et qui partaient. Et vous savez pourquoi ces gens s'enfuyaient? Parce qu'on voulait leur prendre leurs enfants. Le programme du gouvernement était de séparer les enfants des parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus cruel, il n'y a pas plus abominable, il n'y a pas plus atroce